kitoko bango wana bazali koyindela ezali bongo mpona kotalisa ete ngonga kobanda likita mokomo lelo mia tuku mibale na sambo sanza ya zomi mobuku otobe tuku bale mokokisami mpona kotala lolenge kani makita mokolo lelo ekoyamba bongo ministre d'État, ministre ya décentralisation, maître Azara Suruberwa, on a tina kopesa biyano na mituna nyeba mutuna ki pe maso mabandaki na mokembeko areti wamu oya tuna ki pona koba polele pona likambo mei lolenge kani bo chei mokambi to pe bourgmestre ya commune rurale ya Minembwe bo salemaki bongo mai maso mazalinde biyano tokola na mokomado pona lelo likita lolenge kani mama Janine Mabunda azako kama misala na bobeti malito aye etiti. La séance est reprise. Je demande au service du protocole de faire entrer dans l'hémicycle le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, ainsi que le ministre des Relations avec le Parlement. Honorables députés et chers collègues, le son. Honorables députés et chers collègues, avant de rentrer dans le vif du sujet de notre plénière de ce jour, permettez-moi d'abord de vous remercier de votre présence et de prendre quelques instants pour partager avec vous quelques réflexions sur certaines réalités qui nous interpellent. Comme vous devez le savoir, il nous reste 49 jours avant la clôture de la présente session, alors que plusieurs sujets importants sont déjà inscrits à notre table des matières. Plusieurs autres sujets aussi requièrent notre attention. Depuis la reprise des classes le 12 octobre dernier, les enseignants du primaire, secondaire et technique ont engagé un mouvement de grève aux fins de revendiquer. Désorientés par la grève de leurs enseignants, les élèves ont aussi entamé quelques mouvements de revendication et parfois s'invitent à nos grilles et tentent désespérément de mettre la pression sur les décideurs que nous sommes dans toutes les institutions pour trouver une solution aux problèmes de leurs enseignants. Ce type de questions devrait nous préoccuper. Chers collègues, le peuple congolais que nous représentons légitimement dans cet hémicycle se pose des questions sur plusieurs sujets et je crois qu'il est de notre devoir, par conséquent, de rester concernés et de rester concentrés sur la mission que nous a confiée le peuple congolais sur base des textes qui régissent le fonctionnement de notre institution et de notre République. Je ne saurais évidemment clôturer mon propos sans avoir une pensée de remerciement pour tous les députés provinciaux qui ont transmis à votre attention, les députés nationaux, leurs encouragements pour l'activisme et l'intensité de vos activités parlementaires, mais qui rappellent aussi la situation préoccupante qui est la leur et nous ne les oublions pas. Voilà les sujets qui vont continuer à occuper les 49 jours d'activité parlementaire qui nous restent. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions une fois de plus pour votre disponibilité. Ainsi, chers collègues, nous allons poursuivre notre contrôle parlementaire sur l'interpellation du ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle. À ce sujet, je vous rappelle qu'à l'issue des interventions des honorables députés, à l'occasion de notre séance du lundi 19 octobre courant, et compte tenu de la pertinence de leurs préoccupations, l'Assemblée plénière avait accédé à la demande du ministre d'État de lui accorder un délai de 48 heures pour réponse. Nous allons à présent suivre cette réponse avant de donner la parole à l'interpellateur pour sa conclusion. Chers collègues, avant d'y revenir, je tiens à vous rappeler
qu'en application des articles 26 et 27 de la loi relative aux finances publiques, le gouvernement a déjà déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2020. Nous allons donc compléter notre ordre du jour par l'ajout de ce point pour pouvoir en débattre. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer à ce sujet. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ce n'est pas aujourd'hui, mais nous devons l'inscrire pour pouvoir en parler. Au vu du résultat du vote, l'ordre du jour est adopté. Des députés de veiller à ce que ce document soit disponibilisé et il semble que ça a déjà été donné. Ce délibération, cela étant, je voudrais revenir au point relatif à l'interpellation et sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur le ministre d'État pour sa réplique. Les motions interviendront après, si vous permettez. Motions d'information viendront après. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et légitimes du peuple, ce jour est un jour spécial, un jour où j'ai l'immense privilège d'apporter des réponses aux questions des honorables députés qui ont voulu contribuer au débat à la suite de mon interpellation par leur collègue, l'honorable Moïndo Zangui. J'aurais bien voulu qu'une telle séance soit organisée aussi pour ces parties du pays dont le haut plateau du Sud Kivu ou encore Beni et l'Ituri. Et pour revenir dans le plateau, j'aurais donc bien voulu qu'un tel débat ait lieu sous la guerre qui y a élu domicile depuis 3 ans et qui jusque ce matin, même au niveau de mon village propre ce soir, de groupes armés font fureur et la sommation de bilan a produit dans les 3 années plus de 300 villages brûlés, plus de 300 personnes tuées et plus de 250 000 têtes de bétail pillées. Mais l'occasion n'est pas celle-ci. Si vous me faites ce privilège, je reviendrai aussi que pour d'autres parties du pays. En termes de méthodologie, j'ai regroupé les questions des honorables députés selon les thématiques. En voici les réponses. Première thématique, question sur l'ordre de mission. Il a résulté des interventions de plusieurs honorables députés nationaux, des interrogations sur l'objet de ma mission à Minembwe. Ils veulent savoir, ou ils voulaient savoir si celle-ci a été couverte par un ordre de mission et pourquoi j'ai accompagné le ministre de la Défense nationale
dont la copie sera mise à votre disposition. Il y a ce qui est en train d'être distribué. Vous avez dans les annexes au décret un document qui date de 2013, comme d'ailleurs pour toutes les 500 et quelques autres communes et 70 villes, il y a toujours à l'endos de chaque décret, n'est-ce pas, des annexes qui délimitent exactement ce qu'il y a comme limite avec d'autres entités. Pour ce qui est d'une commission d'enquête, soit parlementaire, soit mixte, je rappelle que le chef de l'État, le président de la République, lors de son récent séjour à Goma, avait déjà annoncé la création d'une pareille commission chargée d'examiner la question des limites des entités créées en 2013. Et hier, au matin, le directeur de cabinet du chef de l'État, justement, m'a appelé pour confirmer au sein de l'exécutif, ce n'est pas encore à votre niveau, l'urgence de cette mission. Personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient de la mise sur pied d'une telle commission, mais la justice et l'équité veulent que cette mission de vérification concerne l'ensemble des entités territoriales décentralisées, telles que reprises dans tous les décrets, comme l'ont proposé d'ailleurs certains d'entre vous, honorables députés. Il serait donc discriminatoire de ne viser qu'une seule commune sur les 583 nouvelles entités territoriales décentralisées, dont 77 villes et 506 communes. À cause du caractère général et impersonnel de la loi, et par ricochet du décret, votre commission devrait viser des vérifications de l'ensemble de ces ETD, car au demeurant, le problème des limites se pose entre plusieurs entités, villes ou communes. Nous avons d'ailleurs des limites également, des conflits de limites, même entre les provinces. Le cas le plus patent est celui de la province de Maniema et de la province de la Chopo. Thématique numéro 3, honorables députés nationaux, élus légitimes de notre peuple. Question sur le nombre de la population. Les honorables Fabrice Puela, Nelly Munga, Eve Bazaïba et Lucien Bonane ont voulu savoir le chiffre exact de la population de Minembwe, étant donné que pour les uns, c'est 90 000 habitants, pour les autres, 36 000 habitants, disons électeurs, pour d'autres encore, 11 000 habitants. Réponse à cette thématique. Selon les données du bureau central de la zone de santé de Minembwe, et qui disons de santé de Minembwe, ne parle pas, si vous voulez, du Minembwe Centre, au 10 février 2010, la population était de l'ordre de 102 612 personnes. Je dispose avec moi le tableau du rapport Dr Richard Chalangwa, que je ne connais pas. Il y a lieu de se référer également au tableau en annexe indiquant l'évolution de la population à partir de 2013 jusqu'en 2020. En effet, il y a des rapports émis par les zones de santé et ces rapports sont crescendo, ou du moins vont d'année en année. Ils sont consultables absolument au niveau de l'administration du service de santé. Par ailleurs, les sources de la CENI, il appelle des sources de la CENI que les électeurs dans l'antenne de Minembwe, le rapport de l'antenne de la CENI à Minembwe a indiqué le chiffre de 36 000 électeurs qui avaient été enrôlés en 2018. C'est l'antenne de la CENI et je ne pense pas qu'un jour j'y travaillerai. Cependant, depuis lors, il s'est observé un grand mouvement de population à cause des affres de la guerre. L'hypothèse donc de 90 000 habitants, selon le nombre donné par le député Likina qui s'est référé à la presse, n'est pas du tout à exclure, mais tout dépend de la période considérée, à savoir de 2006, au moment des élections, il y a eu, si vous voulez, un enrôlement. C'est important de se référer à ce chiffre de 2006. En 2009, il y a eu des enquêtes qui devaient justement préparer la création de villes et des entités. À travers le pays, ils sont consultables. Je conseille qu'ils soient considérés. En 2011, nous avons eu des élections qui ont été précédées également par
si vous voulez, ces vérifications de notre population, qui a été signé. En 2015, la surveillance. En 2018, de nouvelles élections. Et donc, il est possible, sur une échelle de 2016 à 2020, soit, je dirais, plus de 10 ans, plus de 14 ans, étudier la progressivité de la population et savoir, à part les majeurs, parce qu'on a eu 3 élections, donc c'est identifiable, les majeurs étaient de combien à chaque élection et les mineurs ou l'ensemble de la population étaient de combien. Mais les éléments que je vous donne sont ceux-là qui existent selon les sources que j'ai consultées et que vous pouvez consulter. L'hypothèse à exclure totalement est celle d'un honorable député qui a réduit la population à 3000 personnes. En fait, je pense que de façon erronée, il a considéré la population du centre de Minembwe et non de la commune de Minembwe, qui est un ensemble d'agglomérations qui est constitué de plusieurs dizaines de villages. Il ne s'agit que d'un nombre reflétant la population du centre et non la population de la commune. Honorable député, Madame la Présidente, honorable membre du bureau, j'en arrive à la thématique numéro 4. Question sur l'étude préalable et l'absence d'avis conforme lors de la création de la commune de Minembwe. Oui, honorable député, à savoir l'honorable Wamou, l'honorable Munga, l'honorable Lusenge, l'honorable Njoli, l'honorable Lokondo, l'honorable Kainda, l'honorable Ambatobe, l'honorable Bazaïba, sont revenus sur les études et sur l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, préalable à la création de la commune de Minembwe. Réponse à cette thématique, honorable député. Les questions posées par ces honorables députés nationaux relèvent de la période lointaine par rapport à mes fonctions de ministre en charge de la décentralisation. Il y a eu des ministres chargés de ce secteur bien avant moi, dont 2 exclusivement chargés de la décentralisation et, selon le cas, affaires coutumières ou encore développement rural, je crois. Et 2 autres, et 3 ou 4 autres, c'était des ministres chargés des affaires. Je ne vais citer que 2. L'honorable Mboussa Nyamouissi, qui a été le tout premier ministre en charge de la question, si vous voulez, de la décentralisation, le tout premier. Et il a dit qu'il y avait des enquêtes, n'est-ce pas, qui devaient prévaloir à la création de ces entités. Le deuxième, et ça sera tout pour les 2 ministres qui se sont occupés seulement de la décentralisation, ce fut l'ambassadeur Banamouere, qui est intervenu lui plus tard et qui a contresigné un des décrets du ministre, si vous voulez, du premier ministre Matata. Les autres qui sont intervenus avaient chaque fois l'intérieur et la décentralisation dans leurs attributions. Je suis donc le 3e qui dirige ce secteur. En effet, juste après mes fonctions de vice-président de la République chargé des questions politiques, défense, sécurité en 2006, j'ai quitté le gouvernement et n'y suis rentré que 10 ans après, soit en décembre 2016. Donc de 2006 décembre, en 2016 décembre, je faisais partie de l'opposition. En principe, j'aurais dû ne pas répondre à ces questions, car pendant la période de l'enquête préparatoire et même pendant la période de la signature des décrets, je n'étais pas aux affaires. Cependant, en vertu du principe de continuité des services publics, je m'oblige à donner des éléments de réponse que voici. Constitution, premier élément. L'article 4 de la Constitution dispose: de nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Il ressort de cette disposition qu'il est permis à l'État congolais, à l'État autant de créer de nouvelles provinces, autant de créer de nouvelles villes,
autant de créer de nouvelles communes, autant de créer de nouveaux secteurs, de nouveaux groupements, de nouveaux villages, et j'en passe. Le mode de cette création procède soit du démembrement, c'est-à-dire de la subdivision d'un tout qui existe déjà, une province qui a été démembrée en 4, par exemple l'ancienne province du Katanga. L'Équateur a été démembré en 5 provinces, l'ancienne province orientale en 4 provinces. C'est le mécanisme du démembrement, c'est constitutionnel. L'ancienne Bandundu en 3 provinces, l'ancienne Kivu en 3 provinces. Et donc, le mode de cette création procède du démembrement, subdivision d'un tout existant déjà, une province, un territoire. Nous avons d'ailleurs, pour prendre l'exemple du Sud Kivu, on a payé tous les territoires que nous avons aujourd'hui. Pour citer le tout dernier territoire, il a été créé en 1977, le territoire d'Idzi, il possède des Kaléens. Donc, vous avez Walungu qui est né plus tard, Fizi qui est né plus tard. Au départ, ce n'était pas le nombre de territoires que nous avons. Mais ça peut être des villes également. D'ailleurs, il y a un projet de faire de Kinshasa 2 villes, si les études les justifient. En tout cas, la vision, elle est là. Ou des communes, ou des secteurs, et ainsi de suite. Ou alors, soit regroupement des entités séparées qui sont unifiées en vue d'une nouvelle entité. Donc, on peut avoir une nouvelle entité, une nouvelle commune qui prend le regroupement d'une partie des secteurs. C'est constitutionnel. Ces éléments permettent de comprendre que la commune de Minembwe est située donc entièrement dans le territoire de Fizi, comme je l'ai dit auparavant. Ça, c'était la Constitution, c'était l'économie de l'article 4 de la Constitution. Maintenant, parlons de la loi, laquelle il s'agit de la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. Une matière légitime. L'article 46 de cette loi organique dispose qu'au terme de la présente loi, il faut entendre par commune tout chef-lieu de territoire, toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d'au moins 20 000 habitants, à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré le statut de commune. Ce décret est pris sur proposition du ministre de la République qui a les affaires intérieures dans ses attributions, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. La commune est subdivisée en quartiers et ou en groupements incorporés. Toutefois, les chefs-lieux des secteurs de chefferie ne peuvent ériger en commune. Au regard de la situation de la commune de Minembwe, elle n'est certainement pas un chef-lieu de territoire, ni une subdivision de ville, mais plutôt une agglomération. Par rapport aux éléments des archives consultés, il y a nécessité effectivement de vérification. Je suis arrivé, je mettrai à la disposition à trouver des éléments qui indiquent que 3 députés en son temps, en 2009, c'était en 2009, la date est sur le document, 3 députés du Sud Kivu, du Sud Kivu, du territoire de Fizi en particulier, avaient fait un rapport qui reprend la liste des agglomérations qui devaient être érigées en commune. Personnellement, j'ai lu ce document. Il est d'ailleurs au manuscrit. Et j'ai trouvé Minembwe sur la liste des agglomérations faisant figure des agglomérations devant devenir des communes. Maintenant, les députés ont dit, certains députés ont dit, il existe une décision de l'Assemblée provinciale qui a envoyé à Kinshasa, n'est-ce pas, un rapport où Minembwe n'était pas dedans. Je suis au ministère de la décentralisation, je dois avouer que je n'ai pas encore vu ce rapport. Mais à supposer qu'il existe, la bonne question est celle-ci. Le problème donc n'est pas seulement de savoir pourquoi l'Assemblée provinciale du Sud Kivu n'aurait pas envoyé un avis conforme sur Minembwe,
mais aussi et surtout le pourquoi l'Assemblée provinciale du Sud Kivu n'aurait pas retenu l'agglomération de Minembwe alors que des députés provinciaux l'avaient fait figurer sur la liste des agglomérations remplissant les conditions d'être érigées en commune. Il n'y a que la commission qui peut nous donner la réponse. Il y a lieu donc que les membres de la commission parlementaire et ou gouvernementale à mettre en place éventuellement s'y penchent. S'agissant de la condition liée à la population, 20 000 personnes, j'ai déjà donné des indications, je vous épargne des répétitions, par rapport aux zones de santé, au rapport des zones de santé, au rapport de la CENI, je crois qu'il y a lieu de s'y référer, mais les éléments disponibles et de façon constante ont montré qu'au moment de l'érection, si vous voulez, de Minembwe comme commune, ce nombre était réuni. De ce qui précède, toujours dans cette thématique numéro 4, les propositions des honorables députés tendant à obtenir un décret du Premier ministre, ça a été dit aussi ici, annulant purement et simplement la commune de Minembwe, ou alors la saisine du Conseil d'État, j'ai vu que ça s'est fait d'ailleurs entre la dernière audience, j'allais dire, et celle-ci, un honorable député a saisi le Conseil d'État. Je disais donc de ce qui précède, les propositions des honorables députés tendant à obtenir un décret du Premier ministre annulant purement et simplement la commune de Minembwe, ou la saisine du Conseil d'État en vue d'annuler le décret ayant créé la commune de Minembwe, me paraissent précoces et de nature discriminatoire. Il faut vérifier sur le terrain et au sein des archives des administrations et du gouvernement, il faut le cas échéant interroger les acteurs qui ont posé ces actes relevant de leurs compétences par ailleurs sur base des éléments d'appréciation à leur disposition, et ce, au fil des ans et longtemps avant que je ne fût ministre chargé de la décentralisation. De toute évidence, globalement, il y a eu des entités par des provinces, proposées par des provinces non retenues, qui n'ont pas été retenues par Kinshasa. Il y a eu également des entités retenues par Kinshasa qui ne furent pas proposées par des provinces. Tout cela nécessite évidemment des approfondissements. Ainsi donc, les circonstances de la création de la commune de Minembwe sont mutatis mutandis, les mêmes que celles de la plupart d'autres entités territoriales décentralisées. Je rappelais 79 villes et 506 nouvelles communes. Il s'agit donc d'adopter une mesure à caractère général et impersonnel au sein de la loi. Nous sommes à la question numéro 5, ou à la thématique numéro 5, c'est la question sur l'installation ou instruction conflit d'intérêts. S'agissant de l'installation du bourgmestre de la commune de Minembwe, les honorables Fabrice Pola, Nelly Munga, Willy Bol, Daniel Mbaou et Eve Bazaïba ont voulu savoir pourquoi l'installation par les autorités nationales, au point d'insinuer un conflit d'intérêts dans mon chef. Pourquoi cette coïncidence entre ma présence à Minembwe et l'installation du bourgmestre? En tant que ministre de la décentralisation, ayant la décentralisation dans mes attributions, poursuivent-ils quelle programmation j'ai mis en place pour l'installation des autres ZTD créés en 2013? Certains honorables députés ont même demandé que je mette à la disposition de l'Assemblée nationale le procès verbal de bourgmestre signé par le ministre provincial du Sud Kivu. Je pense que ce PV également est en train d'être distribué. Au sujet de ces questions, voici les éléments de réponse. D'abord, ou premièrement, comme je peux rappeler dans ma réponse à l'interpellation de l'honorable Moïne Zangui, le bourgmestre de Minembwe, ressortissant de la communauté Banyamulenge, et le bourgmestre adjoint ressortissant de la communauté Babembe, et le secrétaire, mais lui n'a pas été nommé évidemment, il est ressortissant de la communauté Banyindu. Donc les deux premiers ont été nommés par arrêté ministériel numéro 25 BACAB VPM, ministre de l'Intérieur et Sécurité, du 20 novembre 2018. Par arrêté numéro 01 du 20 février 2019, le gouverneur du Sud Kivu
a notifié par ses soins aux intéressés. Les deux autorités furent donc investies. Voici ce que dit la loi sur les entités territoriales décentralisées en son article 56, honorable député, élu légitime de notre peuple. Le bourgmestre et le bourgmestre adjoint sont élus au sein ou en dehors du conseil communal dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par arrêté du gouverneur de province dans les 15 jours de la proclamation des résultats. Étant hors contexte des élections urbaines, municipales et locales, qui devraient se tenir en fonction du budget par vous a été adopté, j'espère, cette année, le seul élément à tirer de cette disposition dans le processus de légitimation des bourgmestres et des bourgmestres adjoints nommés par les autorités nationales, c'est l'investiture par l'arrêté et la notification, acte du gouverneur de province. Ces actes furent exactement posés en temps réel au lendemain de leur nomination, ce qui leur a valu l'autorité nécessaire de poser des actes depuis 2 ans. Des actes qui rentrent dans le cadre de leurs attributions au sens de l'article 60 de la même loi, notamment les actes suivants qu'ils posent depuis 2 ans. Assurer la responsabilité de la bonne marche de l'administration de la commune de la juridiction. Il est officier de police judiciaire à compétence générale. Il est officier de l'état civil. Il assure le maintien de l'ordre public dans sa juridiction. Au regard des éléments qui précèdent, la phase de l'installation du bourgmestre est une phase qui n'est pas prévue par la loi et donc une phase superfétatoire. L'installation des maires et des bourgmestres relève de la pratique administrative. Ceci est d'autant plus vrai que les maires des villes d'Uvira, de Baraka et de Kamituga, respectivement dans les territoires d'Uvira, de Fizi et de Monga, ont été investis pendant la même période que le bourgmestre et le bourgmestre adjoint de Minembwe. Ils ont été installés pendant la même période, donc il y a 2 ans. L'installation du bourgmestre de commune de Minembwe est intervenue très tardivement comparativement à celle des animateurs de 3 entités territoriales décentralisées que je viens de citer, dans les 3 territoires que je viens d'indiquer. Du reste, au sud Kivu, tout se passe au sud Kivu. En somme, juridiquement parlant, les reproches de l'installation, qui du reste ne me sont pas imputables, ne sont pas constitutifs de faute en ce qu'elles ne violent ni les dispositions conditionnelles, ni les dispositions légales, encore moins les dispositions réglementaires. Cette installation ayant été l'œuvre du ministre provincial de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, c'est un acte relevant de la pratique et non de la loi, et donc il n'y a pas de sanctions rattachées à cette pratique et qui rentre dans le cadre de cette attribution, comme le témoigne d'ailleurs un élément sonore que vous avez bien suivi. En effet, le 2 octobre, en période pratiquement non suspecte, le ministre de l'Intérieur, décentralisation, affaires coutumières, sécurité du Sud Kivu, le 2 octobre donc, nous sommes aujourd'hui au-delà du 20 octobre, c'était pendant une période non suspecte, il venait de faire une semaine venant de Minembwe, il a fait une conférence de presse où il a dit au monde qu'il s'étonnait de ce que les gens étaient en train de s'émouvoir par rapport à ce fait bénin, selon lui, qu'il a posé dans le cadre de ses compétences. Une semaine après, j'ai dû faire une conférence de presse. Ça faisait 2 semaines que j'avais gardé un calme complet. Je ne m'étais pas du tout exprimé, mais j'ai eu tout le coup de foudre du monde. Alors, lorsque je me suis exprimé, j'ai dit exactement ce que le ministre de l'Intérieur avait fait et avait rendu public au monde une semaine avant. Depuis que j'ai parlé, il s'est passé encore une semaine, jusqu'à la soirée où nous étions dans cette salle, la nuit tombante, lorsque, en ce moment-là, le ministre s'est souvenu qu'il avait le droit de se rebuffer. Et donc, il s'est contredit, le droit, c'est une façon de le dire, et pendant 2 semaines, le monde a écouté un élément sonore
de ce ministre qui assume. Je ne le condamne même pas, parce que c'est un acte qui relève de ses attributions et de ses compétences. Ce que je condamne, c'est qu'un homme d'État à son niveau, parce qu'en 1996, c'est ce même ministre, si vous voulez, de l'Intérieur du Sud Kivu, qui, n'est-ce pas, au début de la guerre, avait annoncé que pendant 7 jours, si le Banyamulenge ne quittait pas les lieux, le feu allait consumer toutes ces montagnes. Donc, ce que je condamne, c'est cette façon d'agir carrément. Il aurait dû assumer, et donc ça m'a surpris, mais je ne change rien en ce que j'ai dit, et je n'ai pas, moi, non seulement l'habitude de mentir, mais je ne mens pas du tout. Nous sommes à la polémique au niveau de la thématique numéro 6. Autre question relative à la mise en œuvre de la décentralisation. Les honorables Henriette Ouamu, Fabrice Puela, Nelly Munga, Kassongo, Lusenge, Luquin Kassongo, il y a Lusenge Bonane, et Luquin Kassongo, Jacques Njoli, Pierre Kangoudia, Thomas Lokondo, Ernest Ndengo, Adel Kayinda, Ambatobe, Geneviève Binagossi et Juvenal Monobo ont voulu savoir mon apport en tant que ministre de la décentralisation sur la programmation de l'opérationnalisation de nouvelles villes et communes créées en 2013. S'agissant de la programmation de l'opérationnalisation des villes et communes créées en 2013, celle-ci se fait progressivement et en fonction des moyens financiers. C'est dans ce cadre que récemment, j'ai présenté par devant le Conseil des ministres, à la veille du 30 juin, le Conseil des ministres devait se tenir le 29 ou le 28, si ma mémoire est bonne, le dossier de Lumumba-Ville, avec ces deux communes, à savoir Ewango et Wembonyama. J'ai donc présenté ce dossier au Conseil des ministres. Ça m'a valu, si vous voulez, de bons sentiments de la part de tout le monde, parce qu'il fallait honorer l'espace où est né l'autre, si vous voulez, notre héros national. Le dossier est passé sans difficulté au Conseil des ministres, mais il a été sélectionné parmi beaucoup de villes créées. Il m'a paru nécessaire, à la veille des 60 ans de l'indépendance, de rendre opérationnelle la ville, Lumumba-Ville. Et le chef de l'État a pris les ordonnances qui nomment le maire et le bourgmestre, c'est les ordonnances numéro 20/131 et 20/132. Et pour le moment, la semaine qui s'est achevée, nous avons reçu les instructions, le vice-premier ministre et le ministre des Infrastructures et moi-même, de nous rendre sur les lieux et de travailler avec des ingénieurs et d'autres, si vous voulez, sur la construction, le plan de la ville. Certainement, le ministre de l'aménagement du territoire fera partie. Et donc, nous sommes en train de rendre opérationnel au fur et à mesure, mais le budget ne suit pas malheureusement. Dans ma demande de budget au niveau du ministère de la décentralisation, si ayant en charge le budget me suit, j'ai fait une demande dans les crédits que vous allez devoir prendre, décider, d'avoir pour l'année 2022 une trentaine de nouvelles villes et communes qui devront être rendues opérationnelles. Et si vous pouvez surprendre le gouvernement et examiner favorablement à la hausse cette demande, évidemment, c'est nos populations qui vont accéder beaucoup plus à l'eau potable, à l'électricité, que sais-je encore. Alors, s'agissant
de la question de Minembwe. Pourquoi une autre question du genre? Pourquoi avoir créé le territoire de Minembwe du temps du RCD? Pourquoi la commune maintenant? Et pour ceux qui posent la question, aux mêmes dimensions. Voici l'économie de la réponse. Au moment de sa création en 1999, je n'étais pas président du RCD, comme cela a été dit. Je le suis devenu qu'en juillet 2003, soit une année après Sun City et 2 semaines avant ma prise de fonction comme vice-président de la République. C'est en ce moment-là que je suis devenu président national du RCD. La création du territoire de Minembwe a existé, mais ce n'était pas que le territoire de Minembwe. Il y avait aussi le territoire de Bunyakiri. Au sud Kivu, il y avait la commune de Kasha dans les environs de la ville de Bukavu. D'ailleurs, en 2013, la commune de Kasha était parmi les propositions venues de la province du sud Kivu, de l'Assemblée provinciale. Mais elle n'a pas été retenue comme commune au niveau de Kinshasa. L'accord de Lusaka, ce ne fut pas bon de revenir aux accords Sun City et Lusaka, mais pour peu que je puisse dire un mot. L'accord de Lusaka avait, si vous voulez, consacré un principe, sa concept. C'était l'égalité à cause de rapport de force en ce moment-là. Il y avait l'égalité entre 3 administrations. L'administration de Kinshasa, du gouvernement, l'administration de Badolite et l'administration de Goma, MLC et RCD. Et cet accord prévoyait l'égalité dans les décisions, mais surtout la reconnaissance au moment de la réunification des actes posés par chacune des 3 administrations. J'ai la modestie de vous dire que j'ai aussi négocié l'accord de Lusaka. Et au moment où le pays devait se réunifier, dans les 3 niveaux, des actes ont été posés, et même auparavant, depuis 1999, avec l'accord. Par exemple, le grade au niveau des magistrats. Je connais quelqu'un qui est dans cette salle, qui assumait les fonctions de ministre de la Justice à Goma, ce qu'il a positionné au grade de procureur général, de premier substitut du procureur de la République. Et bien d'autres, ces grades ont été en tant que tels reconnus au moment de la réunification. Aussi bien d'ailleurs à Badolite qu'à Goma, mais aussi il y a eu des entités comme le RCD KML. Ils ont joui de cette faveur-là. Les grades qui ont été conférés aux militaires, généraux, colonels, majors, jusqu'aux soldats, ont été sur base de l'accord de Lusaka aussi intégralement reconnus en tant que tel. On n'a bougé aucun grade de qui que ce soit dont la décision a été prise sur cette base-là. Je vais peut-être vous surprendre. De ce que je sais, les villes de Beni et de Butembo procèdent de cette logique. Le problème, c'est la confusion qui s'installe entre la commune de Minembwe. Lorsqu'on parle de commune de Minembwe, la confusion qui s'installe avec que fut le territoire de Minembwe, cette confusion doit être complètement élaguée dans les esprits. Il s'agit, tenez bien, de 2 situations honorables, différentes et distantes d'une dizaine d'années. Il m'a aussi été posé la question, je pense que c'est l'honorable Njoli, de ma longévité à la tête du ministère de la décentralisation. En réalité, c'est une question de perception. Je suis à la tête de ce ministère environ seulement 4 ans.
dont une année quasiment blanche. Ça veut dire l'année 2019, il y a eu passation de pouvoir. Le Premier ministre Tshibala, qui était mon Premier ministre, a dû ne pas fonctionner de janvier à septembre, au mois d'août, mais nous sommes passés par ici au mois de septembre. Ça n'a fonctionné normalement. Il s'est fait d'ailleurs que je faisais juste l'intérim d'un certain nombre de ministères. Donc c'était pratiquement en termes de gouvernance et de décision, parce qu'il y avait l'interdiction de prendre des décisions d'un certain niveau, une année quasiment blanche. Alors, de quoi on parle? Et donc, l'année pleine où je suis à la tête de ces ministères, c'est 2017, 2018 et 2020, qui n'est pas encore achevé. Je connais ici, dans notre pays et dans nos gouvernements successifs, des ministres qui ont eu 10, 12 ans, 8 ans, 5 ans. En même temps, je ne me suis pas nommé. Et je n'ai jamais été demandeur du ministère de la décentralisation. J'aurais bien voulu faire le choix, à cause de mes fonctions d'ancien vice-président qui avait la commission qui regorgeait tous les ministères de souveraineté, à savoir les affaires étrangères, la défense, l'intérieur, comment dirais-je, la justice. J'aurais pu, et certains dans cette salle peuvent connaître mes tendances, j'aurais pu choisir tel ou tel autre ministère. Mais je me contente du peu, pourvu que ça produise de fruits. Non, franchement, il a une façon de parler qui ne va pas nous Il aller. m'a été également opposé par mon ami l'honorable Kangoudien la traduction d'une vidéo qui aurait circulé, je n'en connaissais pas le terme, à Minembwe, où je me serais exprimé dans ma langue vernaculaire en rapport avec l'installation de la commune de Minembwe. Je voudrais vous dire que lorsque j'étais à Minembwe, avec des députés qui sont dans cette salle, et des ministres, et le ministre en Swahili, l'élément existe. Et donc, mais je me suis surpris récemment en train d'écouter une interview en français, l'interview de M. Robert, ministre de la décentralisation. Et j'ai appuyé, c'était une autre personne et une autre voix qui m'imitait. J'ai vécu ça. Que Dieu vous en parle. Question sur l'identité. Nous sommes dans la thématique numéro 7 et nous allons bientôt chuter. L'honorable Lamou et l'honorable Bazaïba ont posé des questions relatives à l'identité de Banyamulenge, en particulier à l'identité des Tutsis en général. Voici les éléments de réponse. Je ne suis pas là pour justifier ma nationalité, ni celle des membres de ma communauté. Cette question est au bon endroit, devant les bonnes personnes et au bon moment pour le dire. Cette question relève de la Constitution, en son article 10, spécifiquement les alinéas 2 et 3. Cependant, Madame la Présidente... Oui, Monsieur le Ministre, si vous pouviez accélérer, s'il vous plaît. Honorable député, je mettrai à la disposition de votre bureau une documentation riche. Vous avez dans ce document, dans cette documentation, les écrits de 9 auteurs, des écrits qui n'ont pas été faits par des Congolais et qui ont été écrits en période non suspecte,
lorsque personne ne savait qu'il y aurait naissance de ce genre de débat. Et le dernier de ces auteurs est Philippe Reijens, très connu, c'est un Belge, et Maïs, qui ont dit ceci. Seuls les Tutsis Banyamulenge n'ont pas de collectivité propre. Si certains décrets ont, dans le passé, accordé aux Tutsis Banyamulenge une entité administrative, et dont des dates 1891. Monsieur le ministre, avec tout respect, si vous pouvez accélérer, s'il vous plaît. 1906. Monsieur le ministre, si vous pouvez accélérer. Oui. Merci. La circulaire, je vais arrêter, elle est du ministre belge Franck. Je me permettrai donc de mettre à votre disposition la documentation nécessaire. S'agissant de les thématiques, des propositions pour régler le conflit de l'Est en général et en rapport avec la commune de Minembwe en particulier, voici les éléments de réponse. Première proposition qui ont été faites, si vous voulez, cette question a été posée par l'honorable Ouamou et l'honorable Bazaïba. Il y a 4 ou 5 propositions. La première, mettre fin à la guerre et, le cas échéant, imposer la paix. Deuxième proposition, adopter des lois qui favorisent la réconciliation nationale. Les lois qui favorisent la réconciliation nationale devront renforcer la cohésion nationale sur l'ensemble du pays, en particulier à Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans l'espace Kassai, dans l'espace Katanga, le Congo central et Kinshasa. Ici, il se pose un problème dans ces provinces de cohabitation et le problème est actuel et réel. Adopter une loi organique en application des articles 13 et 51 de la Constitution. Organiser une conférence de paix sur la cohésion nationale par rapport à la cohabitation et dans les provinces que j'ai indiquées. Adopter une loi qui réprime sévèrement l'expression, les discours et les messages dans les réseaux sociaux qui véhiculent la haine ethnique. Assurer la gouvernance locale et le développement local. Une proposition qui va certainement surprendre pour mettre fin à des suspicions. J'ai pensé, honorable député, proposer un lotissement de terrain dans l'espace de la commune de Minembwe pour permettre aux élus de cette législation d'y ériger des maisons en vue de cimenter davantage la cohésion nationale. Lorsque l'honorable... S'il vous plaît. Monsieur le ministre, avec tout respect, veuillez conclure. Merci. Oui, c'est la dernière phrase. Oui, je laisse. L'honorable m'avait honoré. Je tiens à vous remercier sincèrement pour cet espace de temps et de lieu. Je me rappelle encore les propos de l'honorable Kabange qui est passé ici il y a une semaine
Parce qu'entre-temps, il y a eu deux événements qui ont eu priorité et qui s'interrogeaient à haute voix sur la responsabilité personnelle du ministre. Je vais quitter cet espace. Je vais me retirer et rejoindre mon siège. Mais lorsque j'ai réfléchi abondamment sur ce que l'honorable Kabang avait dit, et depuis 3 semaines et quelques jours que je suis dans cette situation, et au regard des explications intellectuelles et humaines que je vous ai données, je me suis alors tourné vers la loi. La loi. La loi est le livre des lois qui est au-dessus de toutes les lois. Parle de Daniel au chapitre 6. Je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur le ministre d'État. Nous vous remercions et je crois qu'il y a toujours beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Mais c'est justement parce que nous voulons en savoir plus et voir plus clair dans ce dossier que nous avons permis ce débat sincère, franc, direct et courtois. Aussi, chers collègues, au terme de l'article 196 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous devons inviter notre estimé collègue, l'interpellateur, en l'occurrence Mwindo Nzangi Butondo, pour sa conclusion. Ce sont les procédures ici à l'Assemblée nationale et nous tenons à les respecter. Chers collègues, vous avez la parole, honorable Mwindo Nzangi Butondo. S'il vous plaît, collègues, nous avons dit que nous agissons dans un débat sincère et en toute courtoisie et sérénité. Laissez-le parler. Allez-y, honorable Nzangi. Honorable président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau, honorable député et très chers collègues, c'est un honneur pour moi d'avoir déclenché par mon initiative un débat si capital pour le pays. Je remercie donc le bureau et sa présidente qui aujourd'hui doit recevoir les félicitations de tous les Congolais pour avoir permis pour la première fois qu'on puisse débattre de manière sincère sur ce débat sur Minembwe. Ma reconnaissance aussi aux députés et à la plénière. Le jour de la recevabilité de cette interpellation, j'ai vu sur le visage des Congolais, unis pour dire on doit savoir ce qui se passe. C'est de cette unité que le Congo a besoin pour se relever. Lorsque les enjeux importants sont là, nous devons être capables de nous unir et de parler un seul langage et de dire essayons de sauver notre pays. Je n'oublie pas les forces vives, les évêques, la société civile, la population tout entière, la diaspora, tous ceux qui se sont mobilisés pour que ce débat puisse être un succès. Honorable Présidente, dans cette conclusion, je vais parler de 3 choses. La création frauduleuse de la commune de Minembwe, l'installation provocatrice de la commune de Minembwe, les antécédents et les menaces sérieuses contre l'unité du pays. Je vais aussi en profiter pour répondre à certaines contre-vérités avec courtoisie que j'ai pu attendre ici.
La création frauduleuse de la commune de Minembwe. Le ministre en a parlé, mais je voudrais revenir un tout petit peu. L'article 46 de la loi organique numéro 08/016 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec l'État et les provinces. Il dit ceci: au terme de la présente loi, il faut attendre par commune tout chef-lieu de territoire, de toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population de moins 20 000 habitants, à laquelle le décret du Premier ministre aura conféré le statut de commune. Ce décret est pris sur proposition du ministre de la République ayant les affaires intérieures à cette attribution après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Pour récapituler cet article, la commune c'est une agglomération. Je ne vais pas emprunter le terme commune rurale. Mais la commune c'est une agglomération. Dans la définition de l'agglomération, c'est une cité. Un lieu où se massent les habitations. La commune ce n'est pas des fermes, des endroits où les gens habitent de manière dispersée sur une longue étendue et ils réunissent 20 000 personnes. Non. C'est des populations qui se massent à un lieu. Et la procédure à suivre, c'est le décret du ministre de l'Intérieur, l'avis conforme de l'Assemblée provinciale, la proposition de décret par le ministre de l'Intérieur et puis la signature du décret par le Premier ministre. Qu'en est-il de Minembwe? Pour ce qui concerne Minembwe, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, saisie par le ministre de l'Intérieur, avait constaté que cette dernière ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 46 de la loi pour être érigée à commune. Minembwe dont on parle ici, ce n'est pas une agglomération. Vous avez écouté, le ministre lui-même a reconnu que Minembwe Centre, il accepte quand même qu'il y a 3 000. Mais que les 100 000 ou les 80 000 dont on parle, c'est un regroupement de plusieurs villages. Si on veut faire des regroupements de plusieurs villages de communes, alors tout le Congo sera des communes. Il y a plutôt de vastes étendues de prairies avec des pasteurs dans un habitat dispersé, chacun à côté de ses vaches. Dans son intervention, le ministre a parlé, la première intervention, il a parlé de 10 km² avec 36 000 ou 37 000 arrolés. 36 000, merci. Avec les estimations que les arrolés ont tous plus de 18 ans et que les moins de 18 ans représentent au Congo 53% de la population, il voulait donc nous dire que Minembwe compte plus ou moins 80 000 habitants. Si nous mettons les 80 000 habitants sur les 10 km², ça veut dire pour le ministre Rubérois, c'est 8 000 habitants par kilomètre carré. Alors que la commune de la Gombe, c'est 3037 habitants au kilomètre carré selon les données de 2020. Est-ce que vous avez vu à Minembwe une agglomération de 8 000 habitants par kilomètre carré? Et pour nous en rendre compte, j'ai personnellement envoyé quelqu'un au bureau de la zone de santé de Minembwe. Et il m'a envoyé les tableaux de la grande photo affichés avec des chiffres exacts sur les murs du bureau de la zone de santé de Minembwe. La zone dont on parle, les 10 km² dont le ministre a parlé, ça constitue exactement ce qu'ils appellent ici l'aire de santé de Minembwe. Puisque la zone de santé, elle est très vaste. Elle s'étend sur plusieurs villages, plusieurs groupements, plusieurs secteurs. Mais dans l'aire de santé de Minembwe, les fiches sont affichées. Même au ministère de la Santé, vous pouvez le trouver, il dit 7 989 habitants.
Ça n'a rien à faire avec les chiffres qui ont été avancés ici. Donc, les députés n'ont pas rejeté Minembwe parce qu'ils ne voulaient pas de Minembwe. Que Minembwe ne remplissait pas les conditions pour être érigé à commune. Les limites citées par les ministres. Le ministre parle de 10 km², c'est encore faux. Parce que j'ai pris le texte qui vous a été distribué là-bas. Les limites qui sont proposées dans cette commune ici, on dit à l'est, c'est le ruisseau Kalunji et la rivière Minembwe. Mais si vous lisez sur la carte, allez même sur Google Maps, vous allez voir que le ruisseau Kalunji et la rivière Minembwe, c'est situé en territoire de Mwenga. Ça prend une grande partie du secteur du Tombwe et une dizaine de villages, dont un village dont le ministre dit que c'est ce village. Ce village est situé à territoire de Mwenga et non à territoire de Fizi. Alors que ce village est dans les limites de la commune. Au sud, le ruisseau Sara et la rivière Kibanja, à territoire de Fizi. C'est une distance d'environ 40 km du village de Minembwe, situé dans le secteur de Ganja et qui ramasse plusieurs villages du groupement Basikalarwa. À l'est, la chaîne de Mukoko et la forêt de Rubmero. Il englobe 22 villages du secteur de Tanganyika dans le groupement de Basilocha et le groupement de Balala Nord et une partie du secteur de Mutambala à groupement Basimukidje. À l'ouest, la rivière Matanganya est dans le secteur de Lulenge, mais elle prolonge à territoire de Mwenga dans le secteur du Tombwe. En bref, la fameuse commune prend les terres de 5 secteurs et 10 groupements à territoire de Fizi et à territoire de Mwenga. Et de bout à l'autre, il y a une distance de 56 km de longueur. Donc ça n'a rien à faire avec les chiffres qui ont été avancés ici. La prolongation de cette commune à territoire de Mwenga consacre la violation de la loi parce que l'article 2 de la loi organique numéro 10, barre 011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces stipule que la province est une composante politique et administrative du territoire de la République. Elle est subdivisée à villes et territoires. Sont subdivisées à l'intérieur de la province les villes à communes, des communes à quartiers ou à groupements incorporés, des territoires à communes, secteurs ou chefferies. Et lorsqu'une commune prend l'étendue dans des territoires, il viole l'article 2 de la loi précitée. L'insertion frauduleuse de Minembwe dans le décret. Lorsque l'Assemblée provinciale a refusé d'accorder la vie sur Minembwe, une commission spéciale a été dépêchée là-bas par le ministère de la décentralisation pour essayer de convaincre les députés provinciaux. Et quand le ministre a raconté l'histoire de 3 députés qui avaient écrit, c'est une histoire vraie. On a essayé d'isoler quelques députés pour les convaincre que Minembwe doit devenir une commune. On a soumis pour la deuxième fois à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu le vote pour la vie. L'Assemblée a refusé parce que Minembwe ne remplissait pas les conditions. Et donc le Premier ministre Mouzitou, en 2012, il a sorti la première partie des décrets qui sont conformes aux avis, et donc Minembwe n'y était pas. On a annulé ces décrets, et c'est le décret de 2013 fait par le Premier ministre Matata, où il a été proposé l'insertion de cette commune. Malheureusement, lorsqu'on a inséré cette commune, on a fait une confusion puisqu'on s'est référé à l'avis de l'Assemblée provinciale qui malheureusement ne reprend pas cette commune. C'est pourquoi cette commune a été reprise par la fraude. Or la fraude corrompt tout. Une commune insérée dans un décret sans l'avis conforme
de l'Assemblée provinciale n'en est pas une. Donc cette commune-là n'existe même pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Et c'est là qu'on veut démontrer ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. En 2015, il y a eu le décret numéro 15/013 portant surséance à l'exécution de certaines dispositions du décret précité. Et ce décret a confirmé seulement les chefs-lieux de nouvelles provinces comme villes, les chefs-lieux de territoire et les anciens de cités comme communes. Alors, le décret a souligné dans ce préambule la nécessité de corriger puisqu'il y avait eu des erreurs. Mais le ministre qui est devant nous a préparé en 2018 un décret portant levé de la surséance de l'exécution de dispositions des décrets précités. Ce décret-là est signé par le Premier ministre Bruno Tshibala, contresigné par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la décentralisation Azarias Rubero. Le même jour, le 30 mai, ils ont signé l'arrêté interministériel portant exécution du décret qui avait été signé le 30 mai. Encore une fois, ce décret, cet arrêté interministériel est signé par le ministre de l'Intérieur à cette époque, Mova, et par le ministre Azarias Rubero. Et à l'annexe de cet arrêté interministériel, ils ont ajouté la fameuse commune de Minembwe. De la désignation du bourgmestre. Le 28 novembre 2018, pendant que nous étions à campagne, le ministre de l'Intérieur a désigné le bourgmestre et le bourgmestre adjoint de la commune de Minembwe. Alors que l'article 126 de la loi précitée, le ministre l'a lu ici, a référé la désignation en attendant l'élection dans les communes à la loi au décret de 008 du 2 juillet 98, qui dit ceci: le bourgmestre est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Alors, pourquoi ils se sont précipités à désigner le bourgmestre en violation de la loi? Pourquoi ils n'ont pas intéressé le président à l'époque, Joseph Kabila, pour qu'il signe la désignation de ce bourgmestre? Parce que le président Joseph Kabila connaît bien le dossier et ne pouvait pas signer ça. Puisqu'il est né dans le secteur de Lulenge, là-bas, il connaît bien le dossier. Il ne pouvait pas le signer. Et donc, même la désignation du bourgmestre a été faite en violation de la loi. De l'installation du bourgmestre. Des ordres de mission. Des ordres de mission signés le même jour, pour le même itinéraire, le même nombre de jours, curieusement à deux temps différents, parce que c'est deux ordres de mission qui comportent des numéros qui se distancent. Mais je me pose la question, comment les ministres d'État pouvaient-ils se retrouver membres d'une délégation présidée par un ministre, alors que c'est lui qui est le plus précédent? Honorable Nzangi, vous revenez au débat alors. Vous revenez. Vous revenez au débat. Madame la Présidente, le ministre a répliqué pendant 56 minutes. Je crois que l'équité, c'est aussi que moi aussi j'ai le temps de parler. Je ne l'interdis pas, honorable, excusez-moi. Je ne l'interdis pas, honorable Nzangi, mais j'ai l'impression qu'on confond conclusion et débat. Parce que non, c'est ma conclusion. D'accord. Du calme, du calme, du calme. J'essaie de comprendre son cheminement. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais tenir compte de la remarque. Allez-y. Le ministre d'État nous a dit que c'est au cours des conseils des ministres que la mission de Minembwe était décidée. Or, jusque-là, à notre connaissance, tous les conseils des ministres sont présidés par le chef de l'État.
Et dans son adresse au député à Goma, le chef de l'État avait bien dit qu'il n'était pas au courant de cette mission. Donc de quel conseil des ministres parle-t-on? Troisièmement, le ministre a toujours chanté la bonne gouvernance. Et ce parti a comme slogan la bonne gouvernance. On le lui reconnaît. Mais comment comprendre que les désordres de mission qui ont été signés le même jour, avec le même itinéraire, se retrouvent avec deux bailleurs de fonds? Un ordre de mission qui doit être payé par la Banque mondiale, un autre ordre de mission qui doit être payé par le Trésor public. Je me demande, est-ce que les fonds induits qui ont été perçus ont été remboursés dans la caisse de l'État? C'est la procédure. Est-ce que l'installation du bourgmestre était effet du hasard, une coïncidence, ou c'était effet programmé? Voici, honorable présidente, ma conclusion sur cette question-là de l'installation du bourgmestre. Les membres de la délégation de la caravane de la paix ont été informés à l'aéroport de Kavumu par des militaires qu'au-delà de la mission de la paix, ils vont aussi installer un bourgmestre. Ils sont là, ils ne diront pas le contraire. Tout était préparé. La mobilisation était faite, non seulement à Minembwe, mais aussi à Kigali et dans les différentes diasporas. Aux États-Unis, au Canada, vous avez vu des t-shirts imprimés. Une chanson commune de Minembwe enregistrée à la gloire du victorieux, le ministre, et enregistrée dans un studio IP de Nairobi au Kenya. Ça ne ressemble pas à une coïncidence. Ça a été programmé du début à la fin. Le ministre est venu dire ici qu'il n'était pas au courant de cette planification de l'installation du ministre. Mais vous avez suivi avec moi le communiqué du ministre professeur de l'Intérieur, le vaillant ministre, qui avait tenté de protéger le ministre d'État à ce temps, mais il a été estomaqué lorsqu'il a vu le ministre parler du débat de cette chaire, que c'est le ministre professeur par son initiative qui avait fait l'installation. Et il a écrit, il a même signé un document, je sais que vous l'avez lu, dans ce communiqué de presse, le ministre professeur de l'Intérieur dit ceci, que c'est le ministre d'État qui les a demandé d'installer le bourgmestre. Il dit que le gouverneur avait même refusé. Et c'est par insistance du ministre d'État qu'ils ont fini par obéir à l'ordre de la hiérarchie. Le texte là est signé. Et donc je me demande, pour quel intérêt le ministre était venu ici nous mentir à tant qu'Assemblée nationale? Ça s'apparente. En effet, la doctrine renseigne que le fait pour un responsable public de donner des réponses fausses ou incomplètes aux questions posées par des députés peut constituer un outrage au Parlement. Honorable Présidente, honorable membre du bureau, des antécédents. Le ministre vient de nous dire ici, en nous lisant un article, que déjà avait reçu une commune, une chefferie en 1891. Si je ne dis pas un mot sur ça, ça serait vraiment dommageable pour moi. Honorable Présidente, le roi Léopold II, propriétaire de ce qui était le Congo avant, vous connaissez l'histoire, avait donné l'ordre en 1891, le document est là. Le roi Léopold II, dans cet ordre qu'il avait donné à des Belges, ce n'était pas des Congolais, et des mercenaires américains, il leur avait demandé de répertorier toutes les ethnies et tribus en République démocratique du Congo et de donner à chaque tribu qui existe une terre et une chefferie. Le texte est là. Celui qui a été oublié, il n'était pas là. On ne peut pas falsifier l'histoire. Il y a des choses qui ont existé
nous avons déjà voté notre constitution, nous sommes tous des Congolais, mais au nom de cela, on ne peut pas falsifier l'histoire. Parce qu'il y a un autre document ici, qui date de 1953, où le chef de secteur de Lulenge, là où il y a Minembwe aujourd'hui, recevait des réfugiés qui fuyaient la guerre au Rwanda et a accepté de les donner asile. Ceux qui signent ces documents, c'est des administrateurs de territoire, tous sont des Belges. Le document est là. Donc, lorsque le ministre d'État le dit, que voilà, les Belges nous avaient donné une chefferie qui nous avait été ravie, il veut donc insinuer que nous aussi nous voulons récupérer des terres qui nous avaient été ravies. Quelle va être la réaction des populations locales? Deuxième antécédent, je ne parle pas du territoire de Minembwe qui avait été créé, mais est-il que ce territoire-là, qui avait été créé par le RCD, avait créé des chefferies, des secteurs et des groupements qui avaient des chefs qui n'étaient pas les chefs légitimes. On a saucissonné des secteurs qui existent depuis 1800. Et on a créé de nouveaux secteurs dans lesquels on a mis à la tête des personnes qui n'ont pas de loyauté. Tout ça, c'est des actes d'antécédents pour lesquels on doit tenir compte. En 2004, lors du 1+4, je ne vante rien, parce que vous savez que le même ministre, le ministre Rubero, qui était vice-président de la République à cette époque, avait séché les institutions parce qu'on n'avait pas reconnu le territoire de Minembwe. Et je viens de vous lire les limites, vous sentez que ce qu'on appelle aujourd'hui commune de Minembwe, c'est le territoire bis. C'est pratiquement les limites épais amenuisées, mais de ce qui était le territoire de Minembwe qui avait été rejeté par l'Assemblée de la population congolaise. Pendant la même période, donc, pendant la conférence de Goma, en 2008, le ministre a proposé, dans les résolutions de la conférence, la création du territoire de Minembwe. Donc c'était une revendication personnelle et il y revient de tout le temps. Or, honorable présidente, puisque je suis en train d'aller à l'affaire, vous ne devez pas oublier qu'en 1996, à cause de cette question ici dont on vient de débattre ici, et là je remercie beaucoup honorable Bazaïba qui en avait parlé avec brio, nous avons connu la guerre à l'Est. Il y a eu la guerre à l'Est parce qu'on a dit que les gens, la population de l'Est, avaient refusé d'accorder des terrains à des populations qu'ils discriminaient. Je me souviens de la journée du 6 janvier 2007. Moi que vous voyez ici, je n'allais pas être avec vous, puisque mon village de Tchavinyongue a été attaqué par un escadron dans cet objectif ici. J'étais dans un restaurant avec 30 personnes, j'étais la 30e. Et 10 minutes avant, j'ai eu un mauvais pressentiment, je suis sorti du restaurant. J'ai couru. Mais 10 minutes après, tous ceux qui étaient dans ce restaurant-là à Tchavinyongue ont été tués. Il y avait 19 femmes, il y avait des enfants, et chacun a reçu une balle dans l'œil droit. Les gens sont morts, des millions de personnes sont mortes à cause de cette question de revendication de terre. Moi, je croyais que c'était une question déjà dépassée, mais je ne comprends pas pourquoi on y revient encore, parce que le ministre d'État, il veut remuer le couteau dans la plaie. C'est le temps de faire la paix, on ne doit pas revenir sur ça. D'ailleurs, je crois que c'est le moment pour nous de dire, il n'y a pas de paix sans justice. Je soutiens le combat du docteur Mukwege de dire, le rapport mapping, on doit les réveiller pour que les gens qui ont commis des crimes puissent être sanctionnés. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va devoir avoir la paix. Alors, est-ce que les Congolais doivent vraiment craindre? Puisque l'honorable Mounoubo en a parlé ici. Il a dit, il n'y a rien. Vous ne devez pas avoir peur. Moi, je dis aux Congolais, faisons très attention. Ne soyons pas naïfs. Une situation se passe maintenant au Haut-Karabakh, territoire azerbaïdjanais, habité majoritairement par les Arméniens, qui demandent leur rattachement à l'Arménie avec le soutien d'une grande partie de la communauté internationale. Ça doit nous interpeller parce que l'article 7, alinéa 5 de la Constitution du Rwanda stipule que les Rwandais
leurs descendants qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l'acquisition d'une autre nationalité étrangère, sont des fils réintégrés dans la nationalité rwandaise. Ça veut dire quoi? C'est quand même un piège qu'ils nous ont tendu pour vouloir nous dire que même ceux qui ont renoncé à la nationalité rwandaise, le fait qu'ils soient de vagues de mouvements de réfugiés de 59, ils sont rwandais même là où ils sont. L'exemple, nous en avons ici. Dans cette salle ici, en 2008, l'honorable Dunia Bakarani, qui était député avec nous, avait été arrêté et condamné au Rwanda une année. L'Assemblée nationale avait envoyé une délégation au Rwanda pour faire prévaloir son immunité parlementaire. Le Rwanda avait dit, Dunia, c'était citoyen rwandais, il n'a rien à faire avec le Parlement congolais. L'exemple du général Bosco Taganda, lorsqu'il a été interrogé à la CPI, il a répondu, on lui a dit, mais tu es de quelle nationalité? Il a dit, Ndi Munyaruganda, je suis citoyen rwandais, alors qu'il est général nommé dans l'ONG à la République démocratique du Congo. Donc, lorsque les gens disent qu'ils ont peur, parler ça tabou, ça veut dire aussi, il faut comprendre la peur des autres. Et la guerre, la situation de Béni, c'est la même situation, mais au même moment, il y a des gens qui arrivent pour réoccuper les places qui ont été laissées. Je sais que vous êtes au courant de ça. Tout ça, c'est des signes nationaux. Demain, il ne faut pas que ça vous revienne qu'on a créé la commune de Boga ou la commune de Kainama. Je voudrais donc dire que c'est ici l'occasion pour le Congo tout entier de se réunir et de dire, pour mettre fin à la situation qui se passe à l'Est, cette question doit être sérieusement crevée. On ne doit pas accepter qu'à la recherche de nouvelles terres, Sarkozy avait pris la parole ici et il vous l'a dit que la question de la démographie du Rwanda, on doit y trouver la solution à partir de la RDC. Ce n'est pas une utopie, nous devons continuer à veiller. C'est pour cette raison que je vais finir par des conseils, des suggestions et des propositions de recommandations. Les frères du Sud Kivu m'ont demandé de dire à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qu'ils sont fatigués, qu'ils veulent vivre à paix avec leurs frères congolais. Ils ont l'impression, avec le frère Serge, merci beaucoup, honorable Geneviève, ils ont l'impression que le ministre d'État Rouberois, pour ce positionnement politique, il continue à remuer les couteaux dans la plaie pour qu'on continue à parler de la haine tribale alors que cette haine était en train de disparaître. Il croit que vous utilisez cette haine tribale comme une marchandise politique pour vous maintenir au pouvoir. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas. Et ils disent, demandez vraiment au ministre en face de nous laisser vivre à paix. Nous voulons vivre la paix avec les Congolais, il faut accepter, nous sommes dans tous les business. À chaque fois qu'on revient sur cette question, ça nous préjudicie dans ce que nous faisons comme travail. Dans une interview que le ministre a accordée à Jeune Afrique, il a dit lui-même ceci: si on demande que j'ai commis une faute, qu'il y a eu conflit d'intérêt, il a dit, il va démissionner de lui-même. Or, je viens de vous le démontrer, je crois qu'il va tirer des conséquences à démissionner de lui-même. C'est pas moi qui l'ai dit. Je finis par les recommandations. Première recommandation. Rapporter et corriger le décret numéro 013/030 du 13 juillet 2013 conférant le statut de ville et de commune à cette agglomération du Sud Kivu pour des raisons d'insertion frauduleuse de la commune de Minembwe sans avis favorable de l'Assemblée provinciale conformément à la loi. Proposition de recommandation. Ordonner l'annulation des actes
au propos du gouvernement. Ordonner l'annulation des actes de nomination du bourgmestre et du bourgmestre adjoint de la commune de Minembwe. Troisième proposition de recommandation. Initier des enquêtes pour déterminer les responsabilités des agents publics de l'État et leurs complices impliqués dans la fraude concernant les dossiers de la commune de Minembwe à vue de sanctions exemplaires. Quatrième recommandation, si le chef essayer de voir en tant qu'Assemblée comment donner à la commission de suivi la mission d'évaluation globale du processus de décentralisation dans le pays. Pour le reste, Madame la Présidente, je veux vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé pour que je puisse traiter de cette question. Je veux remercier les députés pour l'attention soutenue. Je ne voulais pas plonger dans le rationnel, j'ai donné des faits vérifiables. J'ai l'ensemble des textes ici, tous les textes auxquels j'ai fait référence, ils sont là. Celui qui veut le voir, je crois que le ministre a suffisamment écouté et il a compris qu'il est tombé dans un conflit d'intérêts. Il doit tirer les conséquences à démissionner de lui-même. Merci beaucoup. Je voudrais remercier notre collègue, l'honorable Muindo Nzangi, et sur base des recommandations que nous avons suivies ici avec lui, l'honorable rapporteur aura l'obligation pour la prochaine plénière, dans le cadre d'un groupe de travail, de mettre en ordre utile ces différentes recommandations, dont une essentielle qui préoccupe la nation dans son ensemble et qui concerne la revisitation ou en tout cas la revérification en ce qui concerne le décret de certaines communes, dont celle de Minembwe. Alors je tiens à remercier effectivement l'interpellateur, notre collègue Muindo Nzangi, mais aussi tous les députés et tous ceux au travers de la République qui se sont manifestés face à cette initiative qui relève du contrôle parlementaire et qui a permis d'éclairer donc l'opinion, notre peuple, sur cette question qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est aussi le lieu de saluer notre Assemblée nationale pour avoir abordé, comme l'a dit l'honorable Nzangi, sans tabou, dans un débat qui a connu une certaine dose de passion, mais teinté de réalisme. Et c'est cette Assemblée nationale qui a abordé ce sujet délicat, qui touche donc d'abord à la cohésion nationale, à la peur de la perte de la terre et au l'autisme des Congolais, qui est solidement ancré et qui est à toute épreuve. Je peux donc reconnaître que dans ce débat, il n'y a ni opposition ni majorité, seuls des représentants du peuple à la recherche de la vérité et soudés autour de valeurs qui ont été évoquées souvent dans ce débat, la paix, rien que la paix, le rejet du tribalisme et de l'ethnicisme et l'attachement à l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, c'était Minembwe. Demain, ce seront d'autres sujets, peut-être ceux qu'on a évoqués sur la grève des enseignants ou le chômage des jeunes. Mais nous sommes conscients, comme Assemblée nationale, nous sommes, nous, les 500 élus légitimes du peuple mandatés pour 5 ans, conscients que nous sommes dans un contexte difficile, entaché par le Covid, mais qu'il nous faut et nous devons continuer à donner de l'espoir à nos populations par un meilleur contrôle parlementaire. Par un meilleur contrôle parlementaire, et donc on nous pose toujours la question, à quoi sert le contrôle parlementaire? Un exemple est donné aujourd'hui. Et je ne peux encore que vous remercier pour le sérieux, la responsabilité, la retenue aussi, et l'humanisme dont vous avez tous fait preuve, chacun de vos côtés, et je vous en remercie.
Je pense que par cette conclusion, nous pouvons que l'interpellation du ministre d'État. Et donc cela étant, les motions interviendront à la fin. Cela étant, nous demandons à monsieur le ministre d'État et le ministre des Relations avec le Parlement de prendre congé de nous et de nous laisser. Merci. Je pense que l'examen du point inscrit à notre ordre du jour est épuisé. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à nos travaux. La séance est donc suspendue. C'est une motion de quel ordre? Motion d'information? Allez-y. 2 minutes. Ça porte sur quel sujet? Merci, honorable présidente, pour la parole. Honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je prends la parole par la motion d'information. Je prends la parole par motion d'information en vue d'informer les honorables députés nationaux et illégitimes de notre peuple de la situation dangereuse qui se passe dans ma circonscription électorale de Bassan-Koussou, à la province de l'Équateur, précisément à Bassan-Koussou, territoire où un affrontement des fidèles musulmans vient de faire plusieurs blessés et 3 morts. En effet, depuis un certain moment, un groupe de musulmans s'est rebellé contre la hiérarchie de la communauté musulmane. Ce groupe cherche à contrôler les mosquées, les écoles dans ma circonscription électorale, mais malheureusement trouve une résistance farouche des loyalistes qui m'ont envoyé et fourni une documentation qui atteste que les autres sont des vrais en guerre. Ils viennent de mettre à ma disposition 4 ordonnances rendues par le Conseil d'État sous le ROR 125, 129, 130, 145, ainsi que l'ordonnance 525 rendue par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, rétractant l'ordonnance 357 /2-15/2020 du 15 septembre 2020 de la même juridiction. Toutes donnent raison à l'ère Cheikh Abdallah Mangala Louaba. Sans aller dans le fond de cette affaire, Madame la Présidente, la province de l'Équateur est comme toute la province de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je parle ici sous contrôle de l'honorable Lokondo et l'honorable comment il s'appelle encore? Oh, papa. Moussa Kalema. Merci, Moussa Kalema, qui comprend très bien ce débat. En Équateur, on ne reconnaît pas l'autorité du Conseil d'État. Il ne reconnaît pas au Conseil d'État le pouvoir de dire le droit en ce qui concerne les conflits administratifs. Le conflit qui opposait les 2 ailes des musulmans a pris la fin au niveau du Conseil d'État qui a donné raison à Cheikh Abdallah Mangala. Arrivé à l'Équateur, toutes les provinces ont obéi à cette décision légale. À l'Équateur, les autorités civiles, militaires, judiciaires ne veulent pas obtempérer à cette décision judiciaire.
comme conséquence, la journée d'hier. Honorable, c'est une motion d'information, elle peut être courte. Tout à fait, madame. Oui, à moins que vous vouliez adresser une question. Je cite, madame, oui. je cite. D'accord. Les gens, les farouches et les rebelles veulent à tout prix contrôler les écoles et les mosquées. Arrivés à Bassakoussou, ils veulent à tout prix casser la coordination musulmane pour installer leur coordination. Alors, ils m'ont appelé. Je leur ai dit que, en vertu de l'article 28 de la Constitution, que je cite ici. Non, c'est une motion d'information, collègue. Les gens... Alors, oui, Madame la Présidente, je vais citer, si nous n'arrivons pas à avoir la solution, vous attendez parler de EI, d'Al-Qaïda, ça va arriver à l'Équateur. Si on ne trouve pas de solution, parce qu'aujourd'hui, depuis 6 heures du matin, les gens ont quitté Gombalo pour venir à Bassakoussou faire la guerre. Si au niveau de l'Assemblée nationale, on n'arrive pas à donner l'instruction au gouvernement central d'avoir la solution quant à ce problème, eh bien, je vous informe que... Je vous remercie. Collègues, je vous remercie, c'était très poignant. C'était très poignant et je crois qu'on vous a entendu. Il y a un gouverneur de la province de l'Équateur, il y a un ministre de l'Intérieur provincial et il y a un ministre de l'Intérieur national. Je vous remercie. Voilà. Nous suspendons la séance. Pour le huis clos, on s'en parlera demain, mais vous aurez déjà un message parce que demain, je pense que nous aurons la séance de collectif budgétaire. Merci. Pour les autres sujets, demain, nous vous tiendrons informés. Kitali abakelimibe kulisuki wana na sima koyoka biyano bya ministre d'État, ministre de la décentralisation, maître Azarias Ruberwa oyo atalisi motango mwa bato bazwa mikuna na commune rurale ya Minembwe pene na nkoto nkama moko na ibale nkamba motoba zomi na ibale pe atalisi ete bazwaki kalati ya bango pona koba motango mwa baluboli ezalaki nkoto tukuba sato na motoba nzoko sima boyoka biyano bya ye ezalaki mokeli mibeko moindo nzangi kolo ni kanselina ya kotalisa makambo maike maye okati ya masolo maya talisete andimite biyano bya biso ministre d'État apesi kolandisama likambo litali commune eye ya Minembwe bongo po mokomo lelo likitali suki wana pona kotalisete bakeli mibeko onjela ya mokembeko moindo nzangi andimite biyano biso bina bien ministre d'État maître Azarias Ruberwa auti kopesa pona mituna mie bamotunaki kata motema moye pe kata mabele maye eloko moko ingelite kilele cha leo ni kusema kwamba waziri wa kiserikali mitaa aliweza kabisa pata vyeti, ni kusema kwamba 1336 ndio kabisa walikuwa watu wenyewe wanaweza kupata vyeti vya kuweza kujiandikisha vya uchaguzi, na kutokana tu na ulizo ya Muteule Muindo akasema kwamba yote waziri wa kiserikali ausikae na ugawanyo wa mitaa yote anasema hakuitika, haikuingia katika masikio yake, haikubali hata siku moja. Ndio hapa tunakomesha kilele cha leo, kusema kwamba kesho watarudia tena kwa kuweza kufanya kilele yenye kusika na bajeti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Edichala. Merci Mathieu Modibangu, merci Feza Kalongola pour toutes ces informations communiquées à nos téléspectateurs en langue